Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par la CPME des Bouches-du-Rhône, que j'ai le plaisir de représenter en tant que coprésidente de la commission territoriale de Marseille. La CPME 13, c'est la voix des TPE et des PME et on accompagne quotidiennement des dirigeants, des commerçants, des artisans, des professions libérales, des indépendants sur tous les sujets qui comptent pour eux, que ce soit le développement, l'emploi, le financement et aujourd'hui, c'est la transmission. La transmission d'entreprise, c'est un sujet sensible, autant que stratégique. Voilà, qu'il s'agisse de céder ou de reprendre, en fait, ça s'improvise pas. C'est un processus qui est long, qui est exigeant, qui est à la fois personnel, juridique, fiscal. C'est un processus qui est complexe. Et on sait que trop peu de dirigeants anticipent. Et alors qu'un départ qui est pas préparé peut fragiliser la pérennité de l'entreprise, l'emploi et finalement l'aventure de toute une vie. Donc, ce webinaire, il a vraiment pour objectif de vous aider à y voir plus clair. On va aborder trois sujets. Quand et comment commencer à préparer cette session? Quel type d'accompagnement vous pouvez avoir? Quels sont les écueils à éviter? Et pour cela, nous avons des intervenants que je vais vous présenter tout de suite. D'abord, Christophe Sellette, qui est conseiller expert en reprise transmission à la CCI d'Aix-Marseille-Provence. Bonjour. Donc, c'est par la gauche. Ensuite, nous avons Jean-Louis Lomagno. Voilà, merci Christophe. Jean-Louis Lomagno, délégué régional du CRA. Euh, Nous avons Emmanuel Boulanger, si tu veux bien lever la main, Emmanuel, pour qu'on sache. Voilà, qui est coprésidente de notre commission session transmission à la CPME 13. Et enfin, nous accueillons deux chefs d'entreprise qui vont nous faire part de leur expérience. Damien Guiol et Mathieu Thomas, qui sont marseillais, Bonjour. de formation Kedge tous les deux, anciens directeurs d'EHPAD tous les deux. Ils ont créé plusieurs entreprises dans les services et dans le médical. Et ils ont à leur actif chacun deux sessions et une reprise d'entreprise. Donc j'aurai le plaisir d'être l'animatrice pendant toute la durée du webinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. On prendra un moment à la fin pour y répondre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier sujet, c'est comment structurer et anticiper une transmission réussie. La première question, Emmanuel, quels sont les signes qui doivent interpeller un dirigeant sur la nécessité d'anticiper, on est bien sur l'anticipation, la transmission de son entreprise, même s'il ne prévoit pas de le céder à court terme? Effectivement, je crois que anticiper va être le maître mot de tout ce webinaire. Moi, je dirais, j'irais sur deux volets. Le volet personnel et après sur le volet de l'entreprise. Qu'est-ce qui peut euh, faire dire aux dirigeants qui doit quand même sérieusement penser à ce sujet de transmission, même si c'est pas pour demain. Alors déjà sur l'aspect personnel, c'est première chose, je dirais la santé. C'est voilà l'état de santé. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il se sent encore plein d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de fatigue? Donc vraiment être à l'écoute de tous ces signes. Surtout, c'est pas évident pour un dirigeant de TPE PME qui a l'habitude d'être le nez dans le guidon, dans l'opérationnel, de faire un petit peu ce recul et de voir vraiment concrètement en fait où il en est sur effectivement cet état de fatigue, sur sa motivation aussi à tenir les rênes de l'entreprise. Et je dirais un conseil, c'est écouter votre entourage bienveillant, bien sûr, qui n'est pas sans noter certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à discuter avec votre entourage bienveillant. Ça, c'est sur le plan purement personnel. Et après, sur le côté de l'entreprise, je dirais qu'il y a un signe pour moi, des signes très parlants qui sont la dynamique du chiffre d'affaires, la dynamique de la rentabilité. Qu'est-ce que vous constatez là sur l'exercice en cours, les exercices précédents? Et si effectivement il y a des petites alertes de baisse de chiffre d'affaires, de baisse de rentabilité, même si ça a pu déjà arriver dans l'histoire de l'entreprise, euh, vraiment se poser les bonnes questions pour savoir si voilà, il n'y a pas des changements ou s'il n'y a pas des choses à anticiper
et analyser bien pourquoi les chiffres peut-être sont en baisse. Donc, pareil, ne pas hésiter à en parler. Et on parle souvent de la solitude du dirigeant, mais sur ce sujet-là, c'est très difficile de prendre le recul et d'avoir cette clairvoyance sur ce qui se passe et justement les signes peut-être avant-coureurs il faut penser à la transmission à transmettre. Alors moi, je dirais que c'est pas que parce que on prévoit de partir en retraite, parce qu'on voit de plus en plus aussi de dirigeants qui, beaucoup plus jeunes, ont envie de changement. Donc, c'est vraiment avoir cette capacité de recul et parlez-en autour de vous, parlez-en avec vos conseils, votre expert comptable, mais aussi des pairs, d'autres chefs d'entreprise, votre entourage et même sur voilà, des clients, des fournisseurs. Alors, pas que vous voulez, mais posez-vous les bonnes questions et prenez le temps de ce recul. Et du coup, tirez-en les conséquences de si il faut penser à cette transmission dès maintenant, oui ou non. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Merci, Emmanuel. Pour structurer en fait cette session, on vous propose 7 questions clés à se poser pour bien préparer le projet. Donc, je vais laisser Christophe et Jean-Louis y répondre. La première question, c'est quelle est la valeur réelle de l'entreprise? Et moi, je crois. Oui, mais la valeur réelle de l'entreprise, en fin de compte, il y a différentes méthodes. Donc, quand on reçoit un cédant, si vous voulez, on a ce côté mécanique où on utilise en moyenne 3 méthodes. Et à partir de ces 3 méthodes, on arrive à délivrer une première base de prix. Après, à partir de cette base de prix, on regarde en fin de compte le potentiel de l'entreprise par rapport à son marché. Est-ce qu'elle est bien positionnée? Est-ce qu'il y a des choses à faire, peut-être avant de vendre? Et c'est une question que vous devez vous poser. Si vous voulez, aujourd'hui, le marché bouge beaucoup et les services deviennent de plus en plus importants. Donc, à la limite, on peut avoir un super produit, mais derrière, bon, la manière dont on le diffuse n'est peut-être pas à l'attente du marché. Donc, c'est toutes les questions qu'on pose un peu avec vous pour arriver justement à faire en sorte que votre entreprise, ben, elle ait le plus nombre de repreneurs possible et qu'elle soit, disons, vendue à un niveau élevé. Le deuxième point aussi, c'est ce qu'on appelle le retraitement, ce que font les comptables, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la réalité des chiffres, puis après, quand on rentre un peu plus dans le détail, il y a des choses à retraiter. Par exemple, je prends un exemple simple, si vous voulez, dans votre entreprise, bon, ben, il va y avoir une personne qui va partir à la retraite, ben, il est sûr que les indemnités, ce n'est pas le repreneur qui va vouloir les payer. Donc, je crois qu'après, il faut vraiment s'adapter au métier et aussi savoir, si vous voulez, que dans beaucoup de cas, quand l'entreprise est à vendre, si vous voulez, les crédits sont soit terminés, soit presque terminés, ce qui veut dire qu'il faut réaliser aussi que le repreneur, dans 98% des cas, à moins d'avoir des mécènes, si vous voulez, sera obligé de faire un crédit à la banque. Et si vous voulez, quand je vois les banquiers et qu'on discute avec eux, ils disent de toute façon, le prix, en finalité, c'est un peu moi qui le décide, parce que quand j'ai enlevé le salaire moyen de dirigeant d'entreprise, je regarde ce que l'entreprise est capable de payer comme crédit, et à ce moment-là, je définis le prix. Voilà un peu donc ces questions qu'il faut se poser, et n'hésitez pas à les poser, disons, à la CPME de manière peut-être plus confidentielle pour que l'entreprise soit mûre à être cédée. Pour compléter, c'est intéressant cette question sur la valeur réelle du prix. On pourrait penser qu'en regardant un bilan, on a des éléments comptables qui sont précis, sur lesquels il n'y a pas à discuter et qui fixeraient la valeur, la valeur de l'entreprise. Or, ce n'est pas une science exacte, la valorisation. Il y a différentes méthodes de valorisation. Selon la méthode qu'on va appliquer, on va avoir tendance effectivement à surévaluer ou à sous-évaluer, je dirais, un certain nombre de choses. Donc, généralement, déjà, faut trouver la méthode. Plus que sur le prix, on essaye de tendre vers le juste prix, quelque part, puisque Jean-Louis le disait un petit peu, en tout cas, la valeur d'une entreprise, c'est la valeur à laquelle on peut l'acheter. Si personne ne peut la financer, s'il n'y a pas de repreneur, je dirais, à ce prix-là, de toute façon, quelque part, elle pourra pas être cédée. Voilà. Et donc, on choisit une méthode un peu par conviction, on essaye de benchmarker, et puis quand on a un petit peu des résultats qui sont similaires, finalement, on se dit qu'on est à peu près, on tend vers le juste prix. Plus que sur le prix, finalement, on va se mettre d'accord sur les méthodes, les paramètres de valorisation, etc., etc., quoi. Puis il y a aussi une différence entre la valeur et le prix.
Hein, la valeur, c'est une valorisation, c'est un avis de valorisation, et le prix, c'est le résultat d'une discussion entre un acheteur et un vendeur. On a un exemple avec Jean-Louis là d'une entreprise qu'on a à vendre, qui est une entreprise de meubles. Elle est sans doute très très bien valorisée au juste prix, mais le marché du meuble en ce moment, il est extrêmement compliqué. Maître Gillon Petit de l'appareil, bonjour, je vous appelle pour le dossier Oasis. Ah, on a Un petit bug. un petit bug là dans la technique. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, oui, c'est tout bon. Ok, super. Alors, je continue. Donc, effectivement, le marché étant pas extrêmement florissant dans le domaine du meuble, le prix de cession, forcément, il est impacté par le marché et pas seulement par la valeur, c'est-à-dire la performance, je dirais, de l'entreprise, quoi. Et puis, dernier point, le prix, c'est un élément un peu objectif. Ça vaut tant, hein, ça vaut un peu plus cher, ça vaut un peu moins cher. Mais qu'est-ce qu'on met dans le prix? Quel est le périmètre, finalement, de ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend le fonds, l'entreprise? Quel est le bon niveau de trésorerie? Est-ce qu'il n'y en a pas trop ou est-ce qu'il y en a assez justement pour couvrir le BFR? Est-ce qu'on reprend la totalité du stock? Le portefeuille commercial, est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il n'est pas dedans? Parfois, il a une valeur extrêmement importante sur les processus commerciaux qui sont très très longs. Donc effectivement, il faut se mettre d'accord sur effectivement ce qu'on entend dans le prix et ce qu'on met, je dirais, dans le prix. Merci, messieurs. La deuxième question, c'est comment trouver et choisir un bon repreneur? C'est là qui commence. Alors, je continue. Alors, je continue. Ah oui. C'est vrai que c'est une période qui est un peu schizophrénique parce qu'à la fois, il faut arriver à diffuser le plus largement possible, hein, pour avoir un panel de repreneurs, d'abord qui vont être intéressés par le métier, hein, et puis ensuite, effectivement, pour avoir, pourquoi pas, des éléments de prix, pour avoir des axes de négo sur le sujet. Donc, diffuser le plus largement possible et en même temps, tout en gardant une confidentialité quasi absolue. Hein, on n'a pas envie de communiquer vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses concurrents, vis-à-vis des clients, bien sûr, sur cet aspect-là. Donc c'est un peu schizophrénique, quoi. Alors bon, nous, les intervenants sur le sujet, Jean-Louis complétera. Nous, à la CCI, par exemple, on accompagne entre 50 et 100 projets par an. Alors, quand je dis 50 et 100 projets, ça peut paraître beaucoup, hein. Des fois, on voit des dirigeants une fois, deux fois pour un conseil, et parfois, on les accompagne complètement sur leur processus de transmission. Mais c'est-à-dire qu'on a déjà des viviers de repreneurs, hein, avec qui on a des relations, je dirais, particulières, hein, qu'on connaît, avec qui on a qualifié, qu'on a qualifié en termes de demande. Donc, on est capable de faire de la mise en relation un peu plus personnalisée, je dirais. Voilà, on a une plateforme qui s'appelle Transentreprise qui permet effectivement de diffuser, je dirais, un certain nombre d'opportunités de session de façon confidentielle. On fait des speed dating, hein, dont la rencontre directe entre cédants et repreneurs. Je fais une page de pub pour le prochain, qui est le 23 juin après-midi au Palais de la Bourse. Voilà. Profitez-en. On est capable de faire aussi de la recherche hyper ciblée. C'est-à-dire à partir d'un certain nombre de critères humains, d'apports financiers, enfin de critères qu'on définit ensemble, d'aller rechercher des repreneurs vraiment qui vont correspondre à votre recherche. On utilise l'IA maintenant pour faire du matching, donc on a des outils, je dirais, pour ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est une période un peu schizophrénique et particulière. Moi, ce que je peux ajouter, si vous voulez, c'est plus par expérience, c'est qu'en fin de compte, choisir le bon repreneur, c'est en fin de compte comme un recrutement. Hein, c'est-à-dire que vous êtes patron, vous dites, est-ce que si je devais prendre un bras droit, est-ce que cette personne, je l'embaucherais? Déjà, si vous voulez, c'est un sentiment qu'elle va apporter ce que vous avez apporté dans l'entreprise et un peu différemment parce qu'elle vient d'une formation différente. Et nous, on a un club des repreneurs et régulièrement, si vous voulez, on les forme aussi à la reprise. Et justement, je crois beaucoup à l'humain, moi, dans la reprise. Hein, et on essaie bien de leur expliquer de la même façon l'inverse, c'est-à-dire vous êtes comme une fonction de recrutement. Et la chose qu'il faut faire aussi pour arriver à choisir le bon repreneur, c'est un peu lié à la question aussi d'avant sur l'évaluation. Si vous voulez, il faut arriver dans cette période où vous commencez à réfléchir à la cession de votre entreprise, un peu à la structurer. Je m'explique, dans une PME, dans une entreprise, souvent, le patron est un chef d'orchestre. Eh bien, c'est bien d'être chef d'orchestre et quelquefois soliste. Et il faut savoir que pour que
votre entreprise soit vendue à un bon prix et continue à perdurer, il faut que déjà elle soit un peu organisée pour que vous ayez mis dans l'organisation des gens capables aussi de suivre l'entreprise, de faire passer le relais, même si on vous demandera de rester un certain temps, si vous voulez, dans l'entreprise pour aider le repreneur. Donc voilà un peu les éléments, hein. Je crois il y a les éléments, on va dire mécaniques. C'est sûr que si le gars n'a pas la somme requise pour prendre l'entreprise, c'est pas la peine de perdre du temps. Mais il y a l'élément aussi psychologique et émotionnel qui est très important et il faut pas l'oublier. Merci. Euh, Finalement, on parlait d'anticipation tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est important de préparer la société à la transmission? C'est important parce que si vous voulez, ça sécurise, on va dire, ça sécurise tout le monde. Si vous voulez, nous, dans notre logique au niveau du CRA, si vous voulez, nous sommes tous des anciens chefs d'entreprise, hein, ou des banquiers. Et donc, ce qu'on essaie, c'est jusqu'à la LOI d'aider, on va dire, gratuitement, puisqu'on est une association, si vous voulez, c'est autant les entrepreneurs que les repreneurs, si vous voulez, à structurer tout ça. Et préparer la société à la transmission, eh bien, c'est l'organiser, si vous voulez, pour qu'en fin de compte, elle ait un potentiel, si vous voulez, dans le marché, et un potentiel d'évolution. Hein, et je vais vous prendre un exemple concret. Si vous voulez, j'avais à un moment donné à la vente un centenier. Hein, ce centenier, c'était je ne sais pas combien de générations et tout. Et quand on parle de digital, il me dit ouais, j'ai mon système digital, c'est le meilleur du monde, etc., etc. Je dis ben, on va le regarder ensemble. C'est vrai que le système digital était très bon. La chose qu'il avait oublié, c'est de parler de la Provence aux Chinois et aux Japonais. Voilà, j'ai rien touché, j'ai juste fait traduire pardon, les éléments du site digital en japonais et en chinois. Il a augmenté de 20% son chiffre d'affaires. Voilà des exemples qu'il y a, si vous voulez, qui sont simples. Si vous voulez, quand on dit qu'il faut transformer, on n'est pas là pour vous dire vous allez payer tel particulier ou tel conseil, etc. L'idée, c'est de vous aider, si vous voulez, d'être un peu votre miroir, hein, pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Oui, puis préparer l'entreprise, c'est aussi préparer son bilan et son compte de résultat à la session. Je ne sais pas, je pense à des choses comme si vous avez un stock qui est assez ancien, qui n'a jamais été déprécié, c'est peut-être il faut commencer à passer un certain nombre de provisions à un pour risque ou des clients contentieux, etc. Parce que de toute façon, c'est des choses qui vont ressortir un petit peu dans le processus. Donc ça se prépare. On prépare également son compte de résultat, la maîtrise des charges. Hein, donc de la rentabilité, parce que souvent on parlait de méthodes de valorisation, mais beaucoup de méthodes sont basées sur la rentabilité de l'entreprise. Hein, une entreprise, elle vaut que ce qu'elle rapporte, entre guillemets. Donc la maîtrise des charges fixes peut être un élément important. La rémunération du dirigeant. Alors, la rémunération, c'est le résultat de votre travail. Hein, donc il n'y a pas de jugement à avoir sur le sujet, mais parfois on a des dirigeants qui prélèvent beaucoup sur l'entreprise et du coup ça peut effectivement facialement dégrader la rentabilité. Donc il y a peut-être il y a une forme un petit peu de rémunération et de rentabilité normative, on va dire, par secteur d'activité qu'il faut arriver à atteindre, ou au contraire, parce que vous avez activé votre retraite, vous ne prélevez plus de salaire sur l'entreprise, et donc vous allez au contraire améliorer effectivement un petit peu la rentabilité, parce que lui, le repreneur, il aura besoin de se rémunérer sur cette entreprise. Donc voilà, donc il y a des choses à peut-être retravailler et qui se retravaillent, je dirais, au fil de l'eau. On ne peut pas décider comme ça de maquiller, bien sûr, un compte de résultat. Donc ça, il peut prendre 1, 2, 3 ans. D'ailleurs, je vais jeter un chiffre pour préparer l'entreprise à la cession. On estime qu'il faut 4 à 5 ans. Hein, voilà, il peut y avoir des éléments juridiques en termes de fiscalité pour créer une holding. En tout cas, il y a vraiment une anticipation à faire. On parlait des hommes clés, voilà, à préparer tout ça. Et puis, ce que me disait un financeur, un banquier récemment, il me disait qu'on voit beaucoup d'entreprises sur lesquelles on sent que le dirigeant a levé le pied. Hein, Emmanuel le disait en guise de préambule, à quel moment il faut vendre l'entreprise, un tout petit peu avant qu'on soit prêt. Parce que c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup d'entreprises sur lesquelles il y a une trésorerie importante, mais on sent que le chiffre d'affaires et la rentabilité a commencé à baisser. Parce que le dirigeant n'a plus l'énergie
entre guillemets, pour faire le développement commercial. Donc, il a levé le pied. Et là, forcément, bah, ça dégrade un petit peu, je dirais, l'activité. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué, je dirais, pour la céder. Donc voilà, donc il faut aussi réfléchir au-delà de l'organisation à comment quelque part je toilette l'entreprise financièrement pour qu'elle soit plus facilement cessible. Ouais. Et d'ailleurs, avec tous ces points que vous citez, Christophe, il y en a quand même une liste qui est considérable, enfin considérable, en tout cas un nombre certain d'actions de points à optimiser. Comment est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, on peut se faire challenger sur cette opération de transmission, Bah, de c'est succession, ça. pardon. Oui, oui, non, mais se faire s'arranger, c'est-à-dire, justement, c'est un entretien individuel, si vous voulez, où on discute de toutes ces opérations. On a parlé de trésorerie, il y a un autre exemple aussi qui est très important et quelquefois oublié, si vous voulez, la valeur d'une entreprise aussi, c'est souvent le récurrent. Hein, moi, j'essaie toujours de prendre des exemples concrets. Si vous voulez, j'avais à la vente une entreprise qui faisait des clims, de la clim, etc., etc. Le gars avait 0 contrat de maintenance. Hein. Bon, ben, pour préparer l'entreprise, il a commencé, enfin moi je l'ai challengé là-dessus, on a commencé à préparer un contrat, il a commencé à proposer, on va dire, des contrats d'entretien. En plus, comme par exemple dans ce cas-là, la maintenance était gratuite la première année, eh ben, il en faisait cadeau, mais de toute façon, c'était l'industriel qui l'a payé. Et en fait, comme ça, il est arrivé à faire 25% de son chiffre d'affaires en récurrent, ce qui veut dire que derrière, quand vous présentez les contrats à un banquier, surtout, ben, il s'aperçoit que déjà, l'entreprise au 1er janvier, ben, elle a déjà 25% de contrats et donc de factures qui seront payées. Vous voyez, c'est des exemples où, en fin de compte, euh, si vous voulez, comme on dit, comme vous le disiez d'ailleurs, l'entrepreneur, il a le nez dans le guidon. Hein, c'est son objectif. Ben, tous les matins, il a d'abord les soucis de voir si ses factures ont été payées, si la proposition qu'il a faite a été signée, répondre au coup de fil du banquier, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, à un moment donné, ben, comme ça, on fait une pause et en fin de compte, ben, il se challenge un peu, on le challenge un peu comme on challenge dans des grandes entreprises où le manager, eh ben, il passe à la sauce du directeur financier et du patron, où il est challengé sur ses budgets, sur son forecast et tous ces trucs. En fin de compte, on joue la même chose à un niveau différent et on va dire beaucoup plus sympa parce qu'on n'est pas là pour lui demander un plan B, mais on est là pour l'aider à trouver des solutions. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que enfin, tant qu'il n'a jamais déroulé le processus, un dirigeant, en principe, il ne sait pas vendre son entreprise, hein, il ne l'a jamais fait. Je pense que Damien et puis Mathieu communiqueront plus sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un processus qui est particulier, qui arrive pas, qui arrive une fois en principe, hein, je dirais, dans la vie, dans la vie de cette entreprise. Euh, Nous, à la Chambre de commerce, on est tiers de confiance. Donc, on a la chance d'être mandaté par la région, et donc on peut réaliser des diagnostics gratuits sur la transmissibilité avec des axes de progrès, un plan d'action, ce qui permet de donner un autre point de vue que celui de son banquier, de celui de son comptable, etc. Je pense que c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, mais là aussi, peut-être qu'ils compléteront. L'idée d'avoir plusieurs points de vue différents, c'est toujours intéressant, y compris sur le prix, sur l'approche, etc., quoi. Donc voilà, donc on fait des diagnostics et on va accompagner les dirigeants. Ils ont un diagnostic, ça leur permet de mettre en œuvre un processus qui soit adapté finalement à leurs besoins et à l'entreprise et aux caractéristiques de l'entreprise. Tout à fait. Un sujet important, c'est l'aspect fiscal. Comment est-ce qu'on peut optimiser fiscalement la session? Justement, si vous voulez, on a parlé de trésorerie. Souvent, la trésorerie, on la garde et après, bon, ben, quand on arrive à la vente, on a quelques problèmes. Donc, l'idée, pareil, si vous voulez, au niveau des montages, il y a quelquefois des entreprises qui ont certaines années où la partie immobilière est à l'intérieur. Donc, là aussi, on essaie de voir comment on peut structurer tout ça. Et là, bon, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire appel à un avocat, hein, mais l'idée, c'est en fin de compte d'arriver à les traiter parce que, par exemple, une personne qui va acheter l'immobilier, qui va acheter le fonds, bon, l'immobilier, c'est un crédit sur 15 ans et le fonds, c'est sur 7 ans. Donc, à partir du moment où vous avez restructuré tout ça, le repreneur aura plus de facilité à trouver les moyens financiers nécessaires.
Donc, il y a ça, et il faut voir aussi par rapport au prix, quelquefois, si vous voulez, le montage fiscal va vous permettre, même si vous avez vendu 5% de moins le prix que vous espériez, ben, peut-être gagner 10% sur la fiscalité. Donc, là aussi, il y a une réflexion à avoir. Hein, et bon, honnêtement, moi, je connais pas mal de choses, comme Christophe, mais si vous voulez, les lois changent tellement qu'à un moment donné, si vous voulez, nous, notre conseil là, c'est de plus en plus de faire appel à un fiscaliste, à un avocat fiscaliste, qui vous donnera vraiment les derniers éléments, hein, puisque comme vous le savez en ce moment, les lois, elles changent souvent et quelquefois plusieurs fois dans l'année. Oui, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, la fiscalité. On parle beaucoup en ce moment du pacte Dutreil, hein, voilà, qui a été reconduit pour un certain temps pour les dirigeants qui prennent leur retraite. Mais il y a beaucoup hein, de solutions possibles pour optimiser la fiscalité de la vente. C'est vrai que c'est intéressant et ça joue également sur le prix de vente. Je vous parlais d'accompagnement. Nous, dans nos accompagnements, on intègre un bilan patrimonial gratuit sur lequel on va réfléchir au projet futur du dirigeant et puis à la façon effectivement d'optimiser sa fiscalité dans le cadre de sa cession d'entreprise. On va en parler juste après de l'après-vente. Mais juste avant, comment est-ce qu'on fait pour gérer la confidentialité? Parce que vous le disiez, Christophe, euh, voilà, on veut pas, quand on est chef d'entreprise, on veut pas que le projet s'ébruite, surtout si c'est préparé 4-5 ans avant, ça peut faire peur. Ce que vous disiez, hein, aux clients, aux collaborateurs, aux partenaires. Comment ça se gère? Faut passer par un tiers de confiance, de mon point Ouais. de vue. Donc, par des structures comme le CRA, la CCI, éventuellement par un mandataire. Hein. Il y a des mandataires qui travaillent sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est des gens, enfin, on est des professionnels on a l'habitude de communiquer, hein, de communiquer pour vous, effectivement, de donner des infos clés sans dévoiler, je dirais, l'entreprise. Voilà, enfin, c'est un petit peu notre cœur de métier. Donc voilà. Oui, on a des clauses de confidentialité. Et, si vous voulez, là, on a fait un webinaire où il y a tout le monde, mais comme on le disait un peu quand on a préparé la réunion, si vous voulez, et après, on a prévu avec la CPME d'avoir des entretiens individuels et confidentiels parce qu'une entreprise, jusqu'au jour de la vente, ça doit être confidentiel. Et la manière dont on rédige si vous voulez, la vente de l'entreprise, bon, bah, elle est difficile à être repérée. Hein, et pareil, quand un repreneur, si vous voulez, rentre en contact avec le cédant, il signe une clause de confidentialité qui l'empêche donc de diffuser quoi que ce soit. Donc là aussi, c'est très, disons, entouré et on peut assurer que, enfin, moi je vois, ça fait quelques années que je fais ça. J'ai jamais eu de problème sur des clauses de confidentialité, tant au niveau des PME que je me suis occupé du rachat de la SNCM pour Corsica Linea. Bien jusqu'au dernier moment, la confidentialité a été respectée. Et c'est le jour de la signature presque que les gens ont connu les repreneurs. C'est l'intérêt des deux parties. Voilà, exactement. Merci. Quelles sont les étapes à prévoir après la vente? Alors là, si vous voulez, c'est un peu ce que disait Christophe. Si vous voulez, nous, on conseille de faire un bilan patrimonial. Alors, il y a des structures pour ça. Là, j'ai été pris un peu de cours. Je comptais inviter quelques sociétés spécialisées là-dedans. Je prends deux exemples, mais sans vouloir faire de la pub, il y en a d'autres, comme AG2R, comme Alliance, si vous voulez, qui sont spécialisées là-dedans. L'idée, c'est, en fin de compte, si vous voulez, il y a deux choses quand on cède son entreprise, surtout pas dans le cas de nos jeunes cédants et repreneurs, et dans le cas souvent des gens qui vont arrêter, si vous voulez, c'est demain, le téléphone ne sonne plus, je me retrouve tout seul, etc., etc., je m'ennuie, j'ai de l'argent, etc., etc., comment je vais faire? Et là, bon, il y a besoin d'un conseil. Hein, et aujourd'hui, il y a des montages des montages financiers qui permettent de sécuriser, si vous voulez, le cédant de manière à respecter tout ça, et c'est-à-dire sécuriser surtout. Et donc là aussi, moi je vous conseille, si vous voulez, aujourd'hui on a souvent quand on prend, si vous voulez, c'est un peu comme les jeunes, je vais prendre un exemple parallèle, quand les repreneurs veulent chercher des crédits, souvent ils vont directement vers les banquiers et tout, ce qui est normal pour prendre des crédits. Et puis il y a des boîtes qui s'occupent en fin de compte, qui sont spécialisées pour trouver des crédits et qui se font rémunérer que lorsque
elles obtiennent le crédit. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit que ces courtiers, quelquefois, si vous voulez, sont plus efficaces en termes de taux que le repreneur qui va directement voir le banquier. Ben là, c'est pareil, si vous voulez, il faut mettre une concurrence et voir en fin de compte comment sécuriser sa vente. Alors, quand vous aurez cédé votre entreprise, vous pourrez rejoindre le CRA pour devenir bénévole, par exemple, proposer, mais si vous avez des difficultés à vous occuper. Bon, alors généralement, il y a un accompagnement du cédant au repreneur. Donc, il y a une petite période à prévoir après la vente, pour aussi accompagner le repreneur, pour lui permettre de prendre en main les rênes. Selon le secteur d'activité, ça peut être plus ou moins long, parce que le processus commercial peut nécessiter que pour rencontrer les clients ou d'autres choses, effectivement, ce soit. Mais en tout cas, il y a un petit accompagnement effectivement opérationnel à prévoir. Puis vous ne serez pas toujours libéré pour autant. Il y a des clauses juridiques qui peuvent intervenir, comme des clauses juridiques de complément de prix, Oui. ou la fameuse garantie d'actifs passifs, la GAP, etc., sur lequel vous ne serez peut-être pas totalement libéré de votre cession tout de suite après la vente. Voilà, donc. Ok. Merci beaucoup. Alors, juste en une minute, parce que je vois le temps qui défile. Jean-Louis, comment est-ce qu'on peut, vous avez commencé déjà à y répondre, mais comment est-ce qu'on peut structurer son projet personnel, son projet de vie, ses finances en parallèle du projet de cession? Si vous voulez, moi je crois que c'est l'entretien que je propose de faire à travers Allo CPME. Ouais. C'est en fin de compte un entretien individuel où en fin de compte on cible les objectifs et aussi on dit ben voilà, en fin de compte on fait un peu un genre d'audit, si vous voulez, qui dit bon là vous avez un point noir pour vendre, donc il va falloir voir comment vous pouvez structurer. Là vous avez des contrats. Vous n'avez pas de contrat, justement. Vous avez un client depuis 10 ans, mais vous n'avez pas un contrat. Bon, il est sûr que le jour, si vous arrivez à négocier avec votre contrat le client, ça aura beaucoup plus de valeur parce que c'est quelque chose de sécurisant pour le repreneur. Je veux dire, c'est toutes ces choses que l'on voit. On voit aussi, si vous voulez, on fait l'audit marketing, l'audit organisationnel, l'audit financier. Quand je vous dis l'audit, comme à la chambre, puisqu'on est partenaire, en fin de compte, on a même signé un partenariat. En fin de compte, si vous voulez, ce qu'on essaie gratuitement, c'est d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le miroir. Et après, on donne ses conseils. On explique aussi comment on peut y arriver. Et surtout, ça, c'est mon défaut d'entrepreneur depuis pas mal d'années, vu mes heures de vol, c'est j'essaie de faire ça sans dire il faut dépenser de l'argent. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de proposer des solutions à coût identique. On n'est pas là pour dire vous faire dépenser de l'argent, mais il faut dire il faut vous structurer et ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons laisser la parole à Damien et à Mathieu pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. Messieurs, qu'est-ce qui vous a décidé à céder ou reprendre une entreprise? Alors, premièrement, on a fait 2 sessions jusqu'à présent. Et en fait, la première, ce n'était pas vraiment une session programmée, c'était une session par opportunité. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le point de céder une entreprise, les repreneurs ont plusieurs biais pour vous contacter, et notamment ce qu'on appelle le marché caché. Et tous les repreneurs qui sont proches d'un départ en retraite sont des cibles pour des repreneurs qui vont vous contacter potentiellement spontanément. Et en fait, ça a été nous ce cas-là. C'était en l'occurrence, par le biais d'un intermédiaire, comme Emmanuel Boulanger, on a été contacté parce que la personne ciblait ce secteur d'activité. Et on a négocié en fait avec l'intermédiaire sur notamment un prix de cession et sur le profil du repreneur. On s'est rencontrés et les choses sont bien passées. Donc ça a été fait sur cette session-là par opportunité. Au-delà de l'opportunité, après il peut y avoir différents paramètres qui font qu'on a envie de changer, de céder ou de reprendre quelque chose, une société. On peut avoir un besoin d'argent pour avoir envie de financer un nouveau projet. Donc, on a du coup cette obligation de céder la société qu'on a actuellement. Ce besoin, il peut être déclenché par une envie d'avoir autre chose à faire. Nous, c'est ce qui nous est arrivé dans notre deuxième session. On est arrivé au bout de notre projet. On avait besoin de retrouver du challenge,
de voir autre chose, de changer de contexte de vie quotidienne professionnelle. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est d'ailleurs rapproché du CRA, qu'on a découvert à ce moment-là, puisque sur la première session qu'on avait faite, elle s'était vraiment faite uniquement par l'intermédiaire d'un courtier. Donc, avec cette réflexion ensuite sur ce qu'on avait envie de faire, en se fixant des critères, notamment de prix, par rapport à la capacité de financement qu'on avait en propre, et donc derrière ce qu'on pouvait espérer obtenir comme prêt par une banque, en complément de notre apport, et par d'autres critères. Quel secteur d'activité, quel contexte de travail, combien de collaborateurs à peu près on avait envie d'avoir, ce genre de choses. Ensuite, donc nous, c'est comme ça qu'on a identifié une cible. Sur un changement de vie professionnelle, on a choisi de continuer à travailler ensemble, puisqu'on est dans un travail quotidien depuis plusieurs années. Par le biais du CRA, on a étudié beaucoup de dossiers. Et puis, on a découvert un secteur d'activité qu'on ne connaissait pas, mais qui cochait beaucoup de critères qu'on s'était fixés précédemment, notamment, encore une fois, nombre de collaborateurs. On travaille dans le monde maritime maintenant, donc c'est quelque chose qui nous attirait. Et la première rencontre qu'on a faite avec le repreneur, ça c'est un point sur lequel on voulait le vendeur, pardon, c'est un point sur lequel on voulait revenir. C'est une première rencontre qui est toujours extrêmement importante et qui est faite de subjectivité. Là, on est sur une rencontre presque une rencontre amoureuse. C'est comme ça qu'on le pense, entre deux personnes. Bon, en l'occurrence, nous, on est trois parce qu'on est toujours en duo tous les deux. Et donc, il faut arriver à se vendre, à vendre votre profil pour avoir créé une relation de confiance pour ensuite pouvoir discuter de sujets un peu plus techniques et notamment financiers qui sont toujours des sujets sur lesquels c'est compliqué de parler, notamment de la part du vendeur. Il a du mal au début à aller un peu plus dans les détails. Donc, dans un premier temps, il y a cette relation qui doit commencer à se créer, une relation de confiance. Et vous, votre relation, votre rencontre, comment ça s'est passé? Vous nous racontez? Tous les deux? Ouais. Nous, à tous les deux, notre première rencontre, elle s'est faite à Cage, du coup, dans le cadre d'un deuxième master en management des établissements médico-sociaux. Et on s'est rencontrés parce qu'à l'époque, on souhaitait être directeur d'EHPAD et que c'était un diplôme qui était devenu obligatoire. Et quelque part, le lien qu'on peut faire sur notre première rencontre, c'est un peu la même sur la première rencontre qui est faite avec un cédant ou avec un repreneur. C'est que cette rencontre, en fait, elle est importante. Et le feeling qui est ressenti au cours de cette première rencontre, c'est souvent le feeling qui perdure à la fin. C'est-à-dire que quand vous allez faire une première rencontre avec un repreneur et que vous avez un feeling qui est très négatif, et il y a peu de chances que ça aboutisse avec cette personne-là. Et à l'inverse, quand vous avez un feeling qui se passe très bien à une première rencontre, ça va perdurer parce que votre relation, elle se fait sur de bonnes bases. Donc, c'est ça qui est important. Il faut faire attention quand vous allez quand même avoir un repreneur en face de vous. Du coup, je m'adresse à tous les cédants, c'est que vous êtes en train de céder une société que vous avez créée, voire même fondée, et que vous possédez peut-être depuis plusieurs années. Et du coup, vous avez énormément d'affect. Jean-Louis en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est très important parce que la personne qui a en face de vous, même si elle a une volonté de rachat de votre société, elle n'a pas du tout le même niveau d'affect. Et même si au premier rendez-vous, elle ne va pas aborder le thème de la valorisation et du prix, elle va quand même avoir un écart avec vous sur l'affect de cette société et sur potentiellement la façon dont elle pourrait vous présenter sa reprise, qui pourrait potentiellement vous déranger ou pas. Mais n'oubliez pas que ce qui est important pour vous, c'est la cession et du coup d'aller jusqu'au bout et de signer cette cession. Donc le feeling est très important, mais il ne faut pas non plus se braquer potentiellement avec des repreneurs potentiels. Tout à fait. Et dans vos divers projets, quelles ont été les étapes clés ou les difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors nous, dans les différentes sociétés qu'on a pu analyser, on est allé plusieurs fois jusqu'à la LOI, en tout cas jusqu'à la rédaction
Elles n'ont pas toutes été signées. Je pense qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui ne sont pas allées au bout. Il y a un point clé qui est un point très sensible, c'est la valorisation de la trésorerie, de la surtrésorerie. Voilà. En général, les vendeurs, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils considèrent que la trésorerie doit être achetée d'une manière caricaturale. L'acheteur, lui, il essaie de considérer qu'il y a une trésorerie, on va dire, qui est nécessaire pour financer le BFR de la société. Et donc, voilà, il faut arriver à faire converger ces deux points de vue. Et nous, sur plusieurs LOI, on n'y est pas arrivé, sur 2 ou 3. Donc, c'est vraiment un point où... Alors, il y a la toute première rencontre, voilà, la construction de la petite relation de confiance qu'il faut arriver à faire. Et puis, vite, il faut aborder ce point parce que s'il y a un trop gros décalage dans l'analyse de comment on rachète cette trésorerie, c'est compliqué après de trouver voilà, une convergence. Ça, c'était un point qui est vraiment une vraie difficulté. Après, il y a la valorisation de la société d'une manière générale, hein, donc les tiers, le CRA, la chambre de commerce, des courtiers aident. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gros écarts entre le prix qui est fixé par l'acheteur et celui qui est fixé par le vendeur. Jean-Louis, je crois qu'il a dit quelque chose qui nous semble très juste. C'est à la fin, c'est le banquier qui a raison. Parce que si le prix il est fixé d'une certaine manière, mais que personne n'arrive à le financer malgré l'apport qu'amène le repreneur, ben c'est que c'est pas le bon prix, quoi, hein. Ou en tout cas, peut-être pas à ce moment-là. Le prix, c'est une société dans un marché à un instant T. Et il y a une chose qui a été abordée tout à l'heure, c'était la façon d'anticiper cette cession. Et typiquement, pour le mettre en parallèle avec la valorisation de la société, ça a été dit tout à l'heure, c'est le retraitement. C'est de faire en sorte que, quelque part, il y en ait le moins possible, de faire en sorte que la société, elle puisse être autonome sans le cédant. J'ai envie de dire, dans l'idéal, que le cédant ait le moins d'implication, le moins d'activité opérationnelle et quotidienne. Alors forcément, ça va dépendre de la taille de la structure. Sur une petite structure, le cédant qui est impliqué au quotidien, il ne va pas pouvoir se situer complètement. Mais pour le coup, ça se retraite. Et dans le retraitement, il faut prendre en compte, comme ça a été dit, le salaire que le repreneur va devoir se prendre pour vivre. Et le banquier, ça, il en tiendra compte. C'est-à-dire qu'il ne prêtera pas de l'argent à une personne qui ne pourra pas se prendre de salaire pendant les 5 premières années d'exploitation. Donc forcément, ça, tous ces retraitements, il faut le prendre en compte. Et ce qui permet du coup d'avoir une valorisation qui soit la plus juste possible pour les deux parties. L'objectif étant forcément d'arriver à une conclusion de cession. Et dans les autres points qui ont bloqué, c'est les termes de la LOI. C'est-à-dire que quand on va arriver à la rédaction de la LOI, chacune des deux parties va vouloir mettre des points qui semblent importants dans la LOI. Donc ça a été dit, la gap, la possibilité d'accompagner derrière en fonction de typologie d'activité, la possibilité pour le cédant de continuer ou pas une activité dans le même secteur d'activité ou pas, limiter comme ça des périmètres d'activité. Et tout ça, c'est important d'en parler le plus tôt possible, de façon à ce que personne ne perde du temps, ni le cédant ni le repreneur, parce que faire gagner du temps à tout le monde, c'est aussi vous assurer d'avoir une vente qui se fasse le plus vite possible. Ce que je voudrais ajouter, si vous voulez, là pour les cédants, c'est que nous, on a vu, si vous voulez, puisqu'on forme des repreneurs à être sur une entreprise, on a vu le profil de ces repreneurs, si vous voulez, totalement changer depuis le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Marseille, on forme en moyenne à chaque session 14 futurs chefs d'entreprise. Et sur ces 14, eh bien, il y en a 10 qui sont des bacs beaucoup plus que 5 et donc qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait avant le Covid, où en fin de compte, c'était quelqu'un qui avait vécu une expérience, qui reprenait une entreprise. On a encore, mais le pourcentage a totalement changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de managers de grands groupes. Je prends un exemple marseillais, CMA CGM, Daher, si vous voulez, qui viennent nous voir et qui disent « J'en ai ras-le-bol d'être dans des grands groupes et je voudrais racheter une PME ».
Donc ça aussi, il faut en tenir compte on va dire, dans le process. Tout à fait. Merci Jean-Louis. Messieurs, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer? Euh, Il y a juste un dernier tout petit point Ah, qu'on voulait pardon. aborder. Non, non, mais il n'y a aucun souci. C'est l'accompagnement. C'est Ouais. souvent un point de vigilance qui est mis en avant par les intermédiaires. Mais c'est vrai, c'est une vraie réalité. L'accompagnement, il est très important et il doit être calibré au plus juste et se laisser des portes de sortie rapides du point de vue du repreneur et du point de vue du cédant. Sur la durée et son indemnisation, nous, on l'a vécu sur notre prise. La présence du vendeur après la vente biaise forcément totalement les relations que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez avoir avec vos nouveaux collaborateurs. Et ça, pour nous, était très compliqué. Nous, de manière caricaturale, pendant plusieurs semaines, personne ne voulait nous parler. Pas parce qu'ils n'en avaient pas envie, mais parce qu'il y avait toujours l'ancien qui prenait beaucoup de place en plus, nous, en termes de personnalité. Donc, ça a été compliqué malgré une très bonne relation qu'on avait avec tout le monde et malgré plusieurs discussions qu'on avait eues avec le vendeur en lui disant il faut que tu arrives à prendre du recul et à te mettre un tout petit peu de côté avec beaucoup de diplomatie pour nous laisser un tout petit peu de place pour passer le relais de manière la plus smooth possible. Et dans l'intérêt de la société en premier, des collaborateurs, puis du repreneur. Et aussi son indemnisation d'accompagnement. Comment c'est matérialisé par un bulletin de salaire, c'est souvent pas possible. C'est vraiment un sujet anticipé parce que quand on fait une session dans le cadre de la retraite, il y a une période pendant laquelle donc le cédant qui part à la retraite a fait sa demande, il n'a pas encore reçu toutes les autorisations et sa première pension, et il y a une période comme ça un peu de flou où on lui dit en plus il ne faut pas pendant 6 mois que vous ayez de revenus de façon à pas bloquer ou poser de problèmes sur les calculs et les indemnités. Et donc c'est un vrai débat anticipé et de savoir comment se fait cet accompagnement, s'il a un coût, de définir sa durée et de définir aussi au-delà de la durée la fréquence de travail avec le cédant. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il y a un besoin d'être présenté à tous les clients, les gros clients ou pas? Ça vraiment, ça dépend du profil du repreneur. Si il y a un repreneur qui a exactement le même profil que le cédant, qui connaît l'activité ou qui était peut-être un des salariés de la société, il n'y aura peut-être pas de sujet sur l'accompagnement, ça sera peut-être sur l'organisation, peut-être plus comptable, et donc ça prendra beaucoup moins de temps. Et nous, à titre personnel, on a fait un accompagnement de 3 mois, et nous, aujourd'hui, on est prêt pour dire qu'il ne faut pas plus. C'est vraiment 3 mois le max. Au bout de, sans que ce soit forcément ultra dense au quotidien non plus, au bout d'un mois et demi, le tour des choses avait été fait, quoi. Et après, peut-être plus avoir un soutien en backup pour des questions plus à distance. Hein. Mais voilà, 6 semaines, 8 semaines maximum, c'était très bien. Ouais. Et du coup, avant de nous lancer, ce qu'on aurait aimé savoir, c'était le délai, en fait. Parce que le projet de rachat ou de cession, c'est une bonne chose, on va dire, c'est noble. Maintenant, sa réalisation, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que il faut trouver. Alors, il faut trouver, nous, dans un cas de reprise, la société qu'on souhaite, dont on souhaite faire l'acquisition. Et le cédant, il faut qu'il trouve son repreneur. Et une fois que, on va dire, il y a quelque chose qui arrive à matcher entre un repreneur et un cédant, c'est pas fini et le process est très long. Il est très long parce qu'il faut se mettre d'accord du coup sur toutes les étapes qu'on vient de voir, la valorisation, le rachat de la trésorerie et potentiellement l'accompagnement. Mais après, dans toutes ces phases-là, le repreneur, lui, il va falloir qu'il aille voir son banquier, qu'il réussisse à obtenir son prêt. Et tout ça, c'est des étapes qui prennent du temps. Donc, pareil, pour anticiper quand vous êtes cédant, c'est réussir à se faire en fait tous les éléments de votre société dans ce qu'on appelle une data room, de façon à ce que quand le cédant, le repreneur va vous demander des éléments, qu'il les ait tout de suite, que vous passiez pas du temps à les trouver, que tout soit prêt, de façon à ce que ça aille le plus vite possible. Aujourd'hui, faire une session en moins de 12 mois, c'est compliqué et c'est très rapide. C'est entre 12 et 18 mois, c'est le délai qu'il faut, voilà,
prendre en compte sur une session. Et c'est pour ça que ce délai-là, il faut aussi l'anticiper au-delà des aspects juridiques, sur le choix du statut juridique de la société. C'est surtout voilà, le fait d'être en capacité de penser à tout ça, de préparer les éléments, parce que ça prend du temps. Les statistiques, si vous voulez, sur la France, du moins du CRA, sur 250 entreprises qu'on a vendues, on a une moyenne de 14 mois sur les 14 mois. Oui, d'accord. Et nous, un dernier point sur lequel on voulait revenir, sur ce qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer aussi, ça a été déjà évoqué, je crois, par Jean-Louis aussi, c'est l'intérêt du courtier lorsqu'on va aller chercher un emprunt bancaire. Nous, c'est vraiment un témoignage là, de vécu, puisque on a perdu beaucoup de temps, 3 mois quasiment, à aller taper à la porte de beaucoup de banques, toutes les banques de la société que l'on voulait reprendre, les nôtres, celles qu'on avait déjà à cette époque-là. C'était trop long, et on n'arrivait pas à avoir de positionnement relativement clair assez vite. Sur une faisabilité, ne serait-ce qu'une faisabilité ou pas, du financement du projet. Et puis c'est vrai qu'on a rencontré un courtier qui, lui, nous a obtenu un financement de principe, puis formalisé en 10 jours. Donc c'est vraiment un métier. Et pareil, les banques ne financent pas la même chose en fonction du moment auquel on le leur demande, de l'interlocuteur que l'on a. Donc, dans une même banque, il faut savoir voilà, aller chercher la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est vraiment un travail à part entière qui est maîtrisé par les courtiers, quoi. C'est vraiment un conseil qu'on peut donner, ça. Merci beaucoup. Donc, une des clés, c'est de bien s'entourer des courtiers, le CRA, la CCI. C'est des facilitateurs de ce qu'on comprend et ça vous permet de bien cadrer le projet. On va passer au dernier thème rapidement parce que je vois encore l'heure qui tourne, mais le sujet est vraiment passionnant. La sécurisation et la mise en relation. Jean-Louis, comment est-ce que vous facilitez la rencontre entre le cédant et le repreneur? On en a pas mal parlé. Et quel est le rôle du CA dans le processus? Là, si vous voulez, on revient un peu sur la confidentialité. Moi, mon objectif, c'est pas de montrer 50 repreneurs à un cédant. Hein, c'est, si vous voulez, de qualifier le repreneur par rapport à l'entreprise qui veut reprendre, tant sur le plan financier que sur le plan d'adéquation. Hein, et là aussi, je suis fier de dire que je présente 4 repreneurs et ça suffit pour vendre l'entreprise. Hein, donc, je crois que, si vous voulez, alors, là aussi, quelquefois, il y en a qui me disent non, il faut en présenter beaucoup plus et tout. Bon, chacun, comme on dit, a sa théorie, mais je suis convaincu qu'on doit faire ce filtre, cette qualification, avant de faire perdre du temps aux cédants. Et parce que aussi, c'est quelquefois démotivant pour un cédant de voir des repreneurs comme ça nombreux et que, en fin de compte, excusez-moi l'expression, mais ce sont des touristes de la reprise. Donc, des opportunistes, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on a une batterie faible, j'espère qu'on va arriver au bout. Donc c'est ça, nos rôles aussi bien CCI que nous, c'est vraiment de qualifier, de challenger avant de présenter un repreneur à un cédant. Moi, j'aime bien l'idée de l'amour formulée par Damien. On est un peu, en tout cas moi je me considère un peu comme une agence matrimoniale, alors particulière pour des cédants et des repreneurs, mais l'idée c'est effectivement de trouver, de trouver avec un cadre de valeurs commun et d'organiser, de faire une rencontre entre un cédant et un repreneur. Et d'ailleurs, Christophe, quels sont les outils que vous proposez, vous, à la CCI, pour sécuriser juridiquement et fiscalement l'opération? Voilà. Il y a un processus juridique standard, hein. Je ne vais pas le détailler ici, mais la lettre d'intention, on en a parlé, le protocole d'achat, les audits fiscaux et sociaux, donc la GAP, voilà, donc il y a un processus assez classique. Vous le disiez, Patricia, en préambule, hein, c'est un processus qui est long et complexe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'expertise est une science bien trop sérieuse pour être confiée aux experts. C'est-à-dire que votre rôle, vous, de cédant et de repreneur, c'est d'être sur l'humain, parce qu'on est vraiment sur un processus humain qui est noyé dans une mécanique juridique, financière, etc. C'est-à-dire que le cédant parle avec le repreneur, l'expert comptable parle avec l'expert comptable, l'avocat avec l'avocat, etc., etc. Quoi. Donc, restez bien sur l'humain, sur la relation, hein, sur le cadre de valeurs partagées, et puis laissez aux experts
je dirais, leur travail à faire, quoi, entre guillemets, sans tomber trop sur des aspects de contentieux tels que l'évoquait Mathieu tout à l'heure, mais on est vraiment sur de l'humain, sur du cadre de valeur, quoi. C'est ce qui me semble le plus important. Ça reste quand même un projet humain et une aventure humaine. Tout à fait. Alors justement, pour parler de l'humain, c'est Emmanuel qui va clore ce tour de table, enfin cette table ronde. C'est le côté humain au chef d'entreprise. Quels conseils clés on peut lui donner pour bien s'entourer jusqu'à la finalisation du projet? Moi, je dirais qu'il faut faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans la reprise d'entreprise. C'est-à-dire que même un expert comptable, il y en a qui ne sont pas spécialement des experts ou sensibles à ces projets-là, parce que de toute manière, l'expert comptable, c'est pas en premier ce pourquoi il est acheté. Donc, il y en a qui sont tout à fait, qui se sont spécialisés, qui ont cette corde à leur arc, d'autres pas. Et je dirais que c'est la même chose pour les avocats, parce que les droits des affaires, c'est large. Et il y a des avocats qui n'ont pas l'habitude de faire des opérations de cession-transmission. Donc, moi, je dirais déjà, en parlant de ces deux experts, qui sont nécessaires, absolument, eh bien, il faut prendre des gens qui ont l'expérience. C'est parce que au-delà, il y a justement cette sensibilité, au-delà de l'aspect purement technique, il y a toute cette composition qu'il faut avoir. Et là, je dirais, on rentre plus dans l'humain, dans le comportement, dans l'attitude, pour arriver au closing. Et si ces gens-là doivent être facilitateurs, en fait, de l'opération et vraiment bien accompagnés aussi sur cette dimension-là. Voilà. Donc, ces experts n'ont pas tous cette fibre-là. Et puis, on en a aussi pas mal parlé. Bien sûr, tous les intermédiaires qui peuvent exister, des gens comme effectivement le cabinet dans lequel je travaille, ou la CCI ou le CRA, etc. Des gens qui sont en fait, qui vont avoir peut-être une posture un peu plus méta, et qui vont être globalement conseil de l'opération et dont l'objectif va faire d'aboutir au closing, c'est-à-dire voilà, et de prendre du temps, d'être facilitateur, médiateur de l'opération, pour accompagner et réussir au closing et faire bien comprendre en fait de chaque côté la posture de l'autre et prendre du temps dans la communication, dans le débrief après chaque réunion, chaque rencontre qu'il peut y avoir entre le vendeur et le repreneur. Voilà, donc déjà ça. Et une autre chose, je dirais en résumé, mais qui a été aussi abordée, c'est que il faut être transparent dès le départ. Il ne faut pas oublier que le processus est long, qu'il va y avoir des audits, qu'il va y avoir différents échanges. Et plus en amont d'ailleurs, on a pu travailler pour rédiger cette LOI. Des fois, on a envie d'être pressé de faire vite la LOI, mais franchement, prenons le temps d'aborder tous les sujets pour ne pas perdre de temps. Et aussi pour celui qui cède, vraiment d'être dans le souci de la transparence et de ne pas laisser des petits points, des cadavres dans le placard qui vont ressortir à un moment. Pour moi, c'est l'autre clé, l'autre dimension importante au-delà de l'accompagnement. Voilà, c'est l'autre point très important qui fait qu'on a plus de chances d'aboutir au closing de l'affaire. Merci Emmanuel. Alors Emmanuel, elle a répondu à toutes les questions dans le chat au fur et à mesure. Merci Emmanuel. Et il y a une question qui, je pense, est pour Damien et Mathieu. Avez-vous fait appel à des profils à temps partagé pour faciliter la transition, par exemple DAF ou DRH? C'est une très bonne question. En l'occurrence, non. Non, parce que nous, la reprise, on n'en a fait qu'une seule et la société qu'on a récupérée ne nécessitait pas. Mais c'est quelque chose qui peut être très utile, oui. Qui peut être envisagé. C'est vrai qu'après, on a aussi, nous, on a la chance d'être deux. Oui. Et du coup, c'est vrai que c'est très appréciable parce qu'on a du coup des domaines de spécialité qui se complètent. On a un bagage, une expérience qui nous a permis aussi de découvrir pas mal de choses qui, pour la société, en l'occurrence qu'on a repris, nous suffisaient. Donc, on n'a pas eu ce besoin-là de faire ce type de
d'appel, mais c'est quelque chose qui peut se faire pour un repreneur qui aurait besoin d'un peu plus de renfort au moment de sa reprise. D'accord. C'est vraiment au cas par cas, en fait. Ouais. Et notamment au niveau RH, ça peut être un gros facilitateur, je pense, pour arriver à détendre sur tout ça, les collaborateurs vis-à-vis de leurs nouveaux responsables, nouveaux propriétaires de société. Souvent, il y a une petite distance qui est compliquée à briser, quoi, hein, une glace là, un petit peu difficile à briser. Et ça peut être intéressant d'avoir un intermédiaire qui joue les facilitateurs. Et puis c'est vrai que le profil du repreneur va dépendre de ce point-là, mais si par exemple un repreneur, comme c'est le cas au CRA, a suivi une formation spécifique qui va lui permettre d'être formé dans plusieurs domaines, il va avoir déjà un œil beaucoup plus avisé sur le bilan, sur la structuration, sur notamment les documents sociaux. Voilà. Tout ça, c'est des points qui sont vus au niveau de la formation des repreneurs que propose le CRA. Et donc là, la personne, elle sait tout de suite si elle va avoir ou pas besoin d'un accompagnement. Et vis-à-vis du cédant, parce que je me mets à la place des cédants dans le cas de la CPME 13, ils vont avoir quelqu'un en face d'eux qui va tout de suite savoir s'il faut ou pas avoir quelqu'un pour l'accompagner. Et ça, du coup, ça va faire gagner du temps à tout le monde. C'est vrai qu'on a sur le CRA, les gens ils sont formés à ça, du coup c'est facilitateur. Oui, et voilà, ceci étant, c'est toujours pareil, il faut faire une analyse de compétences du repreneur, point fort, point faible de l'entreprise, et à partir de là, plutôt que d'embaucher quelqu'un, c'est plus intéressant peut-être, je pense entre autres au digital, au marketing digital. Bon, il est sûr qu'il vaut mieux avoir une semaine de quelqu'un pointu qu'embaucher quelqu'un pendant 6 mois, quoi, hein. Je crois que chaque fois, il faut, de la même façon, à un moment donné, il faudra faire un avocat, un expert comptable, comme le disait Emmanuel, hein, je veux dire. Il ne faut pas hésiter, et moi, ce que je conseille aussi aux repreneurs, mais là, ce sera intéressant d'avoir l'avis des cédants, c'est si vous voulez, même si le repreneur a une vision de transformation de l'entreprise, je leur dis toujours, d'abord, faites-vous adouber par le personnel et après, quand il aura confiance en vous, vous pourrez faire évoluer l'entreprise. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 5. Merci à la CCI d'Aix-Marseille-Provence, au CRA, à notre commission session-transmission de la CPME 13, qui sont vraiment engagés à nos côtés pour accompagner les chefs d'entreprise pour cette étape cruciale. Merci aussi, messieurs, pour votre témoignage. C'était tellement concret, tellement vivant. C'était riche. Merci à tous. Et puis, je rappelle ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure. Si vous souhaitez un entretien en toute confidentialité, n'hésitez pas à contacter Allo CPME 13. Je vais mettre le numéro de téléphone dans le chat et vous pouvez le trouver aussi sur le site cpme13.fr. Juste une petite info et après je vous libère. Il y a la cérémonie des trophées des entrepreneurs positifs à l'occasion de laquelle en général on assiste à des belles histoires comme celle que vous venez de nous raconter, messieurs. Ça se déroule le 19 juin au soir, enfin à partir de 18h30, 19h au Crêpes à Aix-en-Provence. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ce temps d'échange vous aura permis de mieux appréhender les enjeux liés à la transmission, surtout de prendre conscience qu'il n'est jamais trop tôt pour se poser les bonnes questions. Merci à tous, à bientôt et bon appétit. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.